Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction du sous-test de raisonnement-argumentation du test blanc numéro 3, 100% classique du programme Bac-le-Tage-Mage. Test blanc numéro 3 donc, où j'ai essayé de faire le tour des questions classiques de raisonnement-argumentation, en tout cas de celles qui reviennent le plus souvent dans les sujets de Tage-Mage, et qui sera complété par le test numéro 5, 100% classique numéro 2, pour vous permettre de tester vos connaissances sur ces questions classiques. L'objectif, c'est évidemment de les maîtriser toutes parfaitement et d'assurer comme ça un certain nombre de points à l'épreuve, peut-être 300, 350, voire 400 pour ceux qui les auront le mieux préparés. Bac-le-Tage-Mage, c'est un programme gratuit qui vous entraîne au Tage-Mage, notamment par les tests blancs. Donc ces tests blancs 100% classiques, mais également 4 autres tests blancs qui chacun ont un thème différent. Une cinquantaine de cours aussi dans les 6 sous-tests de l'épreuve et des milliers d'exercices. Pour plus d'infos sur le programme, vous avez le lien qui apparaît en bas de l'écran. Et pour télécharger le test blanc 100% classique numéro 1 qu'on va traiter dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore réalisé, vous avez également un lien à l'écran. Première question. 4 couples se sont assis autour d'une table circulaire. Et les sièges étaient numérotés de 1 à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les places ont été distribuées de telle sorte qu'un homme soit toujours entouré de 2 femmes et en veillant à ce que les couples ne soient pas séparés. Michel occupait le siège numéro 1. Sur combien de sièges différents Christine pouvait-elle être assise, sachant qu'elle n'est pas l'épouse de Michel ? Alors Michel, qui est un homme, occupait le siège numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si chaque homme est entouré de 2 femmes, eh bien les sièges 8 et 2 étaient occupés par des femmes, et on peut poursuivre le raisonnement comme ça. Pour voir qu'un siège sur 2, les sièges pairs étaient occupés par des femmes, et un siège sur 2, les sièges impairs étaient occupés par des hommes. Alors, sur combien de sièges différents Christine pouvait-elle être assise, sachant qu'elle n'est pas l'épouse de Michel ? On va se demander où pouvait être assise l'épouse de Michel, sachant que les couples ne sont jamais séparés. Eh bien, si l'épouse de Michel est au siège 2, Christine, elle pouvait être assise au siège 8, 6 ou 4, et si l'épouse de Michel était au siège 8, alors Christine pouvait être assise sur les sièges 2, 4 ou 6. Autrement dit, cette information, Christine n'est pas l'épouse de Michel, était juste là pour vous perdre. Christine pouvait être assise au siège 2, 4, 6 ou 8, autrement dit à n'importe quel siège qui pouvait être occupé par une femme, à n'importe quel siège pair, donc 4 sièges différents, réponse C. Question 2. Thomas, jeune commercial ambitieux, a battu dès son premier mois les chiffres de vente des commerciaux les plus expérimentés. Le directeur lui a alors fixé d'ambitieux objectifs pour le mois suivant. Thomas a largement dépassé ces nouveaux objectifs. De fil en aiguille, son objectif de vente mensuel est devenu supérieur à celui des 8 autres commerciaux réunis. À quelques jours de la fin du mois, alors qu'il était certain de ne pas remplir cet objectif mensuel, Thomas a préféré démissionner plutôt que de perdre la face en demandant à sa hiérarchie de revoir l'objectif à la baisse. Quel proverbe résume le mieux cette histoire ? Cette histoire où on a donc un commercial ambitieux qui va battre tous les chiffres de vente, etc., et avoir des objectifs de plus en plus élevés, et un jour, fatalement, il ne réussit pas à atteindre l'objectif encore plus ambitieux que les objectifs précédents qui lui étaient fixés, et alors là, il préfère démissionner plutôt que de ne pas réussir à avoir son objectif. Il y a toujours un arbre pour cacher la forêt. Je ne vois pas vraiment le lien, on peut l'éliminer. À l'impossible, nul n'est tenu. Oui, éventuellement, il n'était pas tenu à cet objectif impossible, mais pourtant il a démissionné. On peut y voir un lien, on va la garder pour l'instant. On finit toujours par brûler ce qu'on a adoré. Non, à aucun moment on nous dit que la hiérarchie a commencé à brûler ce qu'elle avait adoré, donc a commencé à dénigrer Thomas. On peut l'éliminer. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Bah oui, exactement. Il a battu les objectifs, mais fatalement, un jour, il n'a pas réussi à les battre. Et ce qui est monté finit toujours par redescendre.
Pourquoi pas, on peut la garder, hein, on est toujours un peu dans le même esprit de dire qu'il y a forcément un jour où on a une limite. On va maintenant comparer les trois qui nous restent, B, D et E. Alors entre à l'impossible, nul n'est tenu et les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, bon, on peut éliminer à l'impossible, nul n'est tenu parce qu'à aucun moment on a une notion d'impossibilité dans l'objectif qu'il s'était fixé pour ce mois-là. Et entre les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et ce qui est monté finit toujours par redescendre, on peut éliminer ce qui est monté finit toujours par redescendre parce qu'à aucun moment on nous dit que ces ventes ont chuté. Il n'a pas réussi à atteindre l'objectif encore supérieur, mais est-ce que par rapport au mois précédent ces ventes étaient stables ou elles ont chuté? On n'en a pas la moindre idée. Donc réponse D. Question 3. On a 4 syllogismes. Certains amnésiques sont kényans, aucun kényan n'est antéposé, par conséquent certains amnésiques ne sont pas antéposés. Aucun bretteur n'est libanais, tous les civils sont libanais, par conséquent aucun bretteur n'est civil. Aucun américain n'est frontalier, aucun frontalier n'est xénotribe, par conséquent aucun américain n'est xénotribe. Et certains chinois sont gardes-frontières, certains repreneurs sont gardes-frontières, par conséquent certains repreneurs ne sont pas chinois. Et on nous demande quelles conclusions sont erronées. Alors avant de vérifier avec des schémas ou en réfléchissant les conclusions de ces syllogismes, on va rappeler quelque chose d'important. Un syllogisme part de 2 prémices. D'accord ? Ces prémices peuvent être universelles, tous les civils sont libanais, ou particulières, certains amnésiques sont kenyans. Si on a 2 prémices universelles, on va tirer une conclusion universelle. D'accord ? Tous les animaux sont des chats, tous les chats sont gris, donc tous les animaux sont gris. Si on a une universelle et une particulière, on va tirer une conclusion particulière. Tous les animaux sont des chats, certains chats sont gris, donc certains animaux sont gris. Par contre, si on a 2 particulières, on ne peut pas tirer de conclusion. Certains animaux sont des chats, certains chats sont gris, pas de conclusion. Une prémisse, au-delà d'être universelle ou particulière, elle est également positive ou négative. D'accord ? Positif, c'est quoi ? C'est sont. Certains amnésiques sont kenyans. Négative, ne sont pas. Aucun kényan n'est antéposé. Si on a 2 positives, on tire une conclusion positive. Tous les chats... tous les animaux sont des chats, tous les chats sont gris, alors tous les animaux sont gris. Tous les animaux sont des chats, aucun chat n'est gris, alors aucun animal n'est gris. Et si on a maintenant 2 négatives, c'est comme dans le cas où on avait 2 particulières, on ne peut pas tirer de conclusion. Certains animaux ne sont pas des chats, certains chats ne sont pas gris, aucune conclusion. Et là, quand on regardait nos syllogismes, on voyait qu'il y en avait 2 qui étaient dans ce cas-là. Aucun américain n'est frontalier, aucun frontalier n'est xénophobe. Donc on a 2 négatives, on pourra tirer aucune conclusion. Certains Chinois sont gardes-frontières, certains repreneurs sont gardes-frontières. On a 2 particulières, on ne pourra pas tirer 2 conclusions. Donc, quelles conclusions sont erronées ? Eh bien, c'est la 3e et la 4e. Réponse E. On n'a même pas besoin de statuer sur la première et la 2e, on sait qu'elles sont forcément vraies vu que les 2 dernières sont fausses. 4. On reste dans l'argumentation. 3 salons de coiffure, Marco, Angelo et Pablo, se partagent le marché d'une ville de 10 000 habitants. Alors que les 3 salons sont de taille similaire, le chiffre d'affaires du salon Marco est nettement supérieur à celui de ses concurrents. Selon le gérant du salon Marco, c'est parce que leur qualité de service est supérieure qu'ils ont cette position dominante. Quelle information renforce l'explication du gérant? Donc autrement dit, quelle information va venir nous conforter dans l'opinion que le salon Marco fait plus de chiffre d'affaires parce que son service est meilleur? Marco est situé dans une rue commerçante très fréquentée, tandis que Pablo et Angelo sont situés dans des quartiers résidentiels. Alors est-ce que ça nous parle de la qualité de service? Pas du tout, mais en tout cas ça nous donne un autre élément d'explication. Si le chiffre d'affaires est supérieur, c'est aussi parce que c'est dans une rue commerçante très fréquentée. Donc ça affaiblit son argumentation, on peut éliminer. B. Une coupe coûte le même prix dans les 3 salons. Bon, est-ce qu'elle renforce cette idée que c'est le service qui explique la position dominante? Non. Mais en tout cas, elle élimine un élément
qui pourrait affaiblir la conclusion. D'accord ? Si on avait dit une coupe coûte 5 fois plus cher chez Marco que dans les deux autres salons, bah, ce serait un peu plus logique qu'ils aient un chiffre d'affaires supérieur. Donc savoir que c'est le même prix partout, ça ne renforce pas à proprement parler l'explication comme quoi c'est la qualité de service, mais ça ne l'affaiblit pas. Pour l'instant, on va garder cette proposition B. C. Marco est implanté depuis 20 ans dans cette ville alors que Pablo et Angelo sont arrivés il y a moins de 5 ans. Alors encore une fois, ça l'affaiblit, ça donne un autre élément d'explication. C'est pas forcément la qualité de service, mais c'est aussi l'ancienneté. D. Marco est ouvert 7 jours sur 7 alors que ses concurrents ferment le lundi. Même chose, ça ne donne pas d'infos quant à la qualité de service, mais ça affaiblit l'explication parce que ça donne un autre élément qui est que c'est normal qu'ils fassent plus de chiffre d'affaires, ils sont ouverts un jour de plus. Et E. Marco doit souvent refuser des clients faute de rendez-vous disponibles. Eh bien là, ça nous dit que la domination pourrait être encore supérieure chez Marco s'il acceptait tous les rendez-vous, mais ça ne nous donne pas d'élément d'explication, ça ne nous dit pas pourquoi. Donc c'est B dans le sens où elle éliminait un élément qui pouvait affaiblir l'explication sur la qualité de service qui renforce le plus. Question 5, on nous demande de compléter la série 10e Zeugma abject par une des propositions citadin, schnapps, grelot, capoté ou horaire. Alors vous le savez, quand on est en raisonnement argumentation, ce n'est pas tant le sens des mots qui nous intéresse, mais plutôt leur composition. On va essayer de compter le nombre de syllabes, de voyelles, de consonnes, le rang des lettres, ce genre de choses. Alors, commençons par le premier réflexe, on va compter le nombre de lettres, 10e, zeugma et abject, 7 lettres dans chaque mot. Donc on peut logiquement conclure que dans la réponse, on cherche un mot de 7 lettres. Malheureusement, que ce soit citadin, schnapps, grelot, capoté ou horaire, tous comportent 7 lettres, donc ce n'est pas un élément suffisant. Est-ce qu'on peut compter autre chose ? Bah oui, par exemple, comptons les voyelles. 10e contient 4 voyelles, zeugma contient 3 voyelles, abject contient 2 voyelles, et là on a bien une série, 4, 3, 2, on cherche un mot qui contiendrait une voyelle. Citadin, il en contient 3, schnapps, il en contient bien une, c'est pas pour ça que je m'arrête, parce que peut-être qu'il y a un élément logique que j'ai pas vu et que je peux encore hésiter entre plusieurs. Grelot, il en contient 2, capoté, il en contient 3, et horaire, il en contient 4. Un mot de 7 lettres qui contient une voyelle, c'était bien ça la logique pour compléter la série, donc c'est le schnapps, réponse B. Question 6. Le recensement des habitants des villages de Torungla, Pisang, Katopani et Bezisahar permettent d'affirmer les éléments suivants. Torungla compte plus d'habitants que les 3 autres villages réunis, autrement dit Torungla est supérieur à Bezisahar, Katopani et Pisang. Pisang compte autant d'habitants que Katopani et Bezisahar réunis. Donc Pisang égale Katopani plus Bezisahar. Et Katopani compte plus d'habitants que Bezisahar. Katopani supérieur à Bezisahar. Et on nous propose 5 conclusions. Si la population de Bezisahar était décuplée, elle dépasserait celle de Pisang. Si la population de Katopani était sextuplée, elle dépasserait celle de Torungla. Ou alors, elle resterait inférieure à Torungla. Si la population de Pisang maintenant sextuplée, elle dépasserait celle de Torungla, donc si P est supérieur à T. Si la population de Pisang doublée, elle demeurerait inférieure à celle de Torungla, de P inférieure à T. Alors, ici, 2 choses. On peut classer les villages par taille. Torungla, évidemment, c'est le plus grand, vu que c'est supérieur à la somme des 3 autres. Ensuite, Pisang, comme il est égal à la somme des 2 plus petits, eh bien c'est le deuxième. Ensuite, Katopani qui est supérieur à Bezisahar. Et on peut remarquer autre chose, notamment quand on a vu les cours avancés de raisonnement-argumentation, c'est qu'ici, 6 fois Katopani supérieur à Torungla ou 6 fois Katopani inférieur à Torungla, ça liste des cas exhaustifs. Pas exactement exhaustif, pourquoi ? Parce qu'il y a une 3e possibilité, qui est 6 fois Katopani, c'est exactement Torungla, et surtout une 4e possibilité, qui est on ne peut pas savoir si 6K est supérieur ou inférieur à T.
Si on avait ces 4 cas, donc des conclusions exhaustives, on serait sûr que ce serait parmi ces 4 réponses. Ici, on a uniquement 2 cas, donc on n'est pas certain que c'est parmi ces réponses-là, mais en tout cas, on va les regarder en priorité. Bon, alors, est-ce qu'on peut conclure sur savoir si 6 fois la taille de Katopani c'est plus grand ou plus petit que Torungla? Non, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les chiffres de ces villages respectifs. On peut s'en convaincre en essayant de mettre des valeurs. On sait que Pisang c'est Katopani plus Bézissar, donc on va dire Pisang 150 par exemple, Katopani 100 et Bézissar 50. 6 fois Katopani ici ça fait 600, donc si Torungla c'est 500 oui, et si Torungla c'est 1000, eh bien non. Donc on ne peut pas conclure sur cette valeur là. Ensuite, est-ce que 10 fois Bézissar c'est plus grand que Pisang? Alors dans ce cas là oui, 50 fois 10 ça fait bien 500, c'est supérieur à 150. Est-ce qu'on peut imaginer un cas où c'est pas le cas? Bah oui, regardez ici il y a 1000 habitants, ici 950 et 50, 50 fois 10 ça fait 500, ça resterait inférieur. Maintenant 6 fois Pisang, est-ce que c'est supérieur à Torungla? Bah, si on prend toujours une population de 150 ici qui fois 6 ferait 900, je reprends mon hypothèse initiale, entre 500 et 1000 on aura 2 réponses différentes, donc on ne pourra pas conclure. Alors a priori c'est cette réponse là, 2P est inférieur à T. Mais pourquoi on le sait que 2P est inférieur à T? Eh bien c'est qu'on va réutiliser notre propriété ici, d'accord, de dire que Bézissar plus Katopani plus Pisang est inférieur à Torungla. Et pourquoi? Parce que regardez ici, on nous disait que Pisang c'est Katopani plus Bézissar. C'est-à-dire qu'ici, je peux remplacer B plus K par P de Pisang. Et là, j'ai quoi? J'ai Torungla est supérieur à Pisang plus Pisang. Autrement dit, Torungla est supérieur à 2 Pisang. Autrement dit, 2 Pisang est inférieur à Torungla. Donc c'est la conclusion E qui était valide. Question 7. 4 amis habitent Paris, Lyon, Lille et Marseille. Et ils ont 4 couleurs de cheveux, un logigramme tout à fait classique. L'un d'entre eux est brun, le deuxième blond, le troisième roux et le dernier chauve. Donc un brun, un blond, un roux et un chauve. Nous savons que le Parisien et le Lillois, accompagnés de leur ami roux, ont passé les vacances chez leur ami chauve. Qu'est-ce que ça nous apporte ça? Le Parisien et le Lillois accompagnés de leur ami roux. Si le Parisien et le Lillois étaient accompagnés de leur ami roux, ça veut dire que le Parisien n'est pas roux et que le Lillois n'est pas roux. Et s'ils ont passé les vacances chez leur ami chauve, ça veut dire que le chauve n'est ni parisien ni lillois. Le Marseillais est roux, donc Marseillais roux, ça veut dire que le Marseillais n'a aucune des autres couleurs de cheveux et que le roux n'est pas lyonnais vu que c'est le Marseillais. Et enfin, le Lyonnais et son ami brun ont passé le week-end chez leur ami parisien. Donc, le Lyonnais et son ami brun, le Lyonnais n'est pas brun. Et ils ont passé le week-end chez leur ami parisien, autrement dit, le Parisien n'est pas brun, le Lillois est brun. Donc, ici, le Lillois n'est pas blond, je sais que le chauve est forcément lyonnais et j'ai terminé mon logigramme. La question c'est quoi? C'est où réside le chauve? Eh bien le chauve réside à Lyon. Réponse B. Est-ce qu'on avait forcément besoin d'un logigramme pour ça? Ben non, regardez. On nous disait, le Parisien et le Lillois ont passé les vacances chez leur ami chauve. Donc on savait que le chauve n'était ni Parisien ni Lillois. Et deuxième phrase, le Marseillais est roux, donc le Marseillais non plus n'était pas chauve. On avait éliminé Paris, Lille et Marseille, c'était forcément le Lyonnais. Réponse B. Question 8. Une marque de crème glacée a investi dans une campagne publicitaire nationale diffusée quotidiennement à la télévision en juillet 2015 afin d'augmenter ses ventes. 2 mois plus tard, le responsable de l'agence de publicité annonce au directeur de la marque: notre campagne a entraîné une explosion des ventes. 2 fois plus de pots de glace ont été vendus en août 2015 qu'en août 2014. Donc vente août 2015 égale 2 fois août 2014. Et qu'est-ce qu'il nous dit le responsable d'agence de publicité? Il n'est pas fou, il nous dit la cause, c'est la pub. Laquelle de ces informations remettrait le plus en cause cette conclusion? Donc que la publicité a permis de doubler les ventes.
Ah, il se vend 2 fois plus de crème glacée en été qu'en hiver. Alors en effet, c'est un sérieux biais, mais ici on le prend déjà en compte. On compare les ventes d'août 2015 à août 2014, donc on n'a pas du tout cette histoire de saisonnalité d'été ou d'hiver. B. La marque a modifié la composition de ses produits en mai 2015. En effet, ça nous donne un autre élément d'explication, peut-être que c'est la nouvelle recette qui plaît plus. On peut conserver B pour l'instant. C. Le principal concurrent de la marque a également lancé une campagne publicitaire d'une ampleur similaire. Bon, certes, mais je ne vois pas vraiment le lien. Une étude a montré que le public détestait la campagne publicitaire en question. Alors est-ce que pour autant elle n'a pas pu causer la hausse des ventes? On peut détester une campagne et le slogan ou la vidéo nous reste dans la tête et acheter le produit. Bon allez, on va la garder quand même pour l'instant, mais elle est vraiment très ténue aussi. Et eux, le chiffre d'affaires réalisé par la marque en juin 2015 était le double de celui réalisé en juin 2014. Et juin 2015, c'était quand? C'était avant la campagne de pub. Ça veut dire qu'ils avaient déjà doublé leurs ventes d'une année sur l'autre avant la campagne de pub. Donc la croissance de l'entreprise avant la pub est bien un nouveau facteur d'explication et affaiblit donc les conclusions de l'agence de publicité. Ce nouveau biais est clairement supérieur aux deux autres qu'on avait identifiés auparavant, c'est donc la réponse E. Question 9. Le 1er juillet 2015 était un mercredi. Donc mercredi 1er juillet 2015. Quel jour serons-nous le 29 juin 2017? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les dates comme ça? On sait qu'un an, c'est 365 jours, et que 365 jours, c'est 52 semaines de 7 jours, plus une journée intercalaire. Autrement dit, la date augmente d'un an à chaque année. Si le 1er janvier est un lundi, l'année prochaine sera un mardi, l'année suivante un mercredi, etc. etc. Seule exception à ça, les années bissextiles, qui comportent 366 jours, donc 52 semaines de 7 jours, plus 2 jours. Une année bissextile, c'est une année qui se divise par 4, pour simplifier la règle. Donc, c'est une année qui a les deux derniers chiffres de son rang multiple de 4. Hein. Pour trouver un multiple de 4, on regarde juste les deux derniers chiffres, parce qu'on a un cycle qui se réinitialise tous les 100. Autrement dit, 2018 finit par 18, 18 c'est pas un multiple de 4, 2018 n'est pas une année bissextile, 2024 se termine par 24, 24 est un multiple de 4, donc 2024 est une année bissextile. Ici on avait les années 2016 et 2017. 2016 est bien une année bissextile. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'entre le 1er juillet 2015 et le 1er juillet 2016, la date va avancer de 2 jours. On était mercredi le 1er juillet 2015, donc le 1er juillet 2016, ce sera un vendredi et pas un jeudi. Et ensuite 2017 n'est pas bissextile, évidemment, 2017 n'est pas multiple de 4, donc la date va avancer d'une journée. Le 1er juillet 2017, ce sera un samedi. Nous, on ne cherche pas la date du 1er juillet 2017, on cherche la date du 29 juin 2017. Alors la veille du 1er juillet, ce serait stupide de faire une erreur là-dessus, c'est pas le 31 juin, juin ne compte que 30 jours, donc la veille du 1er juillet, c'est le 30 juin 2017, et ça c'est un vendredi. Et la veille encore, eh bien, c'est notre 29 juin qu'on est en train de chercher, 29 juin 2017. Le 30 c'est un vendredi, donc le 29 c'est un jeudi. Jeudi c'est notre réponse C. Question 10. Une étude a montré que le nombre d'enfants moyen d'un couple diminue lorsque le nombre d'années d'études du couple augmente. J'ai 2 enfants et j'ai fait de longues études. Ma secrétaire attend son 4e enfant et elle a donc fait des études plus courtes que les miennes. Quelle proposition développe une argumentation similaire? Alors l'argumentation ici, c'est de confondre une valeur moyenne et une valeur exacte. Hein. En moyenne, les gens qui ont fait moins d'études ont plus d'enfants, mais ça ne veut pas dire que si la personne en face de moi a fait moins d'études, elle a forcément plus d'enfants, ou que si elle a plus d'enfants que moi, elle a forcément fait moins d'études.
Donc, si le temps d'écoute moyen de la télévision est de 4h50 par jour, cela signifie que de nombreuses personnes la regardent plus de 5 heures pour compenser l'impact de tous ceux qui ne la regardent jamais. Ben non, au contraire, ici c'est quelqu'un qui a compris les moyennes. 4h50, ça ne veut pas dire que tout le monde la regarde 4h50, et justement, s'il y a des gens qui ne regardent pas du tout la télévision, alors il y a des gens qui la regardent bien plus. Dans mon entreprise, le salaire est de 25 € de l'heure, quel que soit le poste occupé. J'ai travaillé 40 heures cette semaine, j'ai touché 250 € de moins que ma collègue. Elle a donc travaillé plus de temps que moi. Ah oui, hein, si le salaire c'est juste en fonction des heures, quelqu'un qui travaille plus longtemps touche plus, travailler plus pour gagner plus, et quand moi je touche moins, ça veut dire que j'ai travaillé moins que ma collègue. En moyenne, les salaires des hommes sont plus élevés que les salaires des femmes, il est donc probable que la femme de mon directeur touche un salaire inférieur à celui de ce dernier. Alors oui, c'est quelqu'un qui a bien compris les moyennes aussi ici. Il ne dit pas, comme les salaires des hommes sont plus élevés que les salaires des femmes, alors le salaire de mon directeur il est supérieur au salaire de ma femme, il dit il est probablement supérieur. Et en effet, si la moyenne est supérieure, alors il est probablement supérieur, mais il n'est pas certainement supérieur. Donc on a compris ce que c'était qu'une moyenne. Le volume de colis perdu par la poste est inférieur à 1 sur 1000, il faut donc jouer de malchance pour être concerné par ce désagrément. Encore une fois, on a compris les moyennes, hein. Si c'est 1 sur 1000, alors ça veut dire que ça n'arrive qu'une fois sur 1000, on n'a qu'une chance sur 1000 que ça nous arrive, ou un risque sur 1000 que ça nous arrive. Et pas, si on en envoie 1000, on en perdra forcément 1, ce qui aurait été le raisonnement du type qui propose l'argumentation. Et eux, enfin, en moyenne, 4 voitures sont incendiées chaque jour dans cette cité. Hier, 4 voitures ont donc été incendiées. C'est exactement la même argumentation, le même biais. On confond une valeur moyenne et une valeur exacte. Peut-être qu'il y en a eu 0, peut-être qu'il y en a eu 10, on n'en sait rien. La moyenne, c'est sur le long terme. Question 11. Je n'ai ni sœur ni oncle. Mon père ne peut en aucun cas être le petit-fils de mon arrière-grand-mère, le gendre de ma belle-mère, le beau-père de la sœur de ma femme, le grand-père de la sœur de mon fils, ou alors l'oncle du père de ma nièce. Alors on pourrait essayer de chercher avec les générations. Hein. Chercher avec les générations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que mon père, il est de la génération immédiatement supérieure à moi, et qu'il ne pourra pas être 2 générations ou 3 générations au-dessus de moi, ou une génération en dessous, ou la même génération dans un de ces cas. Le petit-fils, c'est quoi? C'est moins 2 de l'arrière-grand-mère, c'est 3. Donc ça fait plus 1, c'est possible. Gendre, c'est moins 1, grand-mère, c'est plus 2, ça fait plus 1, ce serait tout à fait possible. Beau-père, c'est plus 1, la sœur, c'est 0, mon frère, c'est plus 1, c'est tout à fait possible, c'est 0, donc ça fait plus 1, c'est tout à fait possible. Grand-père, c'est plus 2, sœur, c'est 0, mon fils, c'est moins 1, ça fait plus 1, ce serait tout à fait possible. Et l'oncle, plus 1 du père, plus 1 de ma nièce, moins 1, ça fait plus 1. Pas de faille ici sur les générations. On va devoir tester à la dure pour voir ce que mon père peut être ou ne pas être. Alors, le fait que mon père puisse être le grand-père de la sœur de mon fils, autrement dit le grand-père de ma fille, c'est évident. Le fait qu'il soit le petit-fils de mon arrière-grand-mère, c'est également évident. Mon arrière-grand-mère maternelle, son petit-fils, c'est mon père. Un de ses petits-fils, c'est mon père. Le gendre de ma grand-mère, eh bien pareil, ma grand-mère maternelle, un de ses gendres, c'est mon père. Il nous reste ces 2 cas, le beau-père de la sœur de ma femme et l'oncle du père de ma nièce. Le beau-père de la sœur de ma femme, c'est pas très probable, mais c'est possible. Parce que si la sœur de ma femme
est mariée à mon frère, eh bien son beau-père, c'est mon père. Donc c'est possible, même si ça demandait un petit peu plus de raisonnement et que c'était un cas un peu moins probable, mais par contre ce que je pouvais également voir, pour répondre directement à la réponse E, c'est l'oncle du père de ma nièce. Évidemment mon père ne peut pas l'être. Pourquoi? Le père de ma nièce, c'est soit mon frère, soit mon beau-frère, si la nièce est la fille de ma sœur. Mais je n'ai pas de sœur. Donc le père de ma nièce, c'est forcément mon frère. Et l'oncle de mon frère, ça ne peut pas être mon père. La réponse, c'est donc E. Question 12. À l'énoncé interminable, on place dans une urne des boules de 10 couleurs différentes, noir, vert, bleu, rouge, etc., etc. On sait qu'il y a moins de 100 boules, 9 exemplaires de la boule la plus représentée, etc., etc. On a énormément de comparaisons entre les différentes boules. Je vous passe l'énoncé complet de l'exercice. On passe aux propositions. Donc, que peut-on en conclure? Il y a autant de boules magenta que de cyan, il y a autant de boules azur que de pourpre, il y a autant de boules magenta que de jaune, il y a autant de boules rouges que de pourpre, et l'urne contient un nombre identique de 2 boules de couleurs différentes. Donc, identique de 2 couleurs. J'assume que cette question soit dans les grands classiques. Le classique ici, c'est l'appel du pied à trouver une faille. L'énoncé est super long, super complexe, on a des inéquations, etc., etc. On est quasiment certain qu'il y a une faille. Il y a 3 failles ici. La première, qui est la plus difficilement exploitable, ça aurait été de repérer dans l'énoncé interminable qu'à un moment on nous disait que le nombre de boules jaunes plus de boules oranges était égal au nombre de boules rouges plus le nombre de boules pourpres. Et on nous disait aussi que le nombre de boules jaunes plus le nombre de boules azur était égal au nombre de boules rouges plus le nombre de boules pourpres. Autrement dit que J plus O était égal à J plus A et que O égale A. Donc, si O égale A, la réponse E, l'urne contient un nombre identique de boules de 2 couleurs, était vraie. C'était très clairement une faille difficilement décelable et en plus pas très intéressante. Les 2 failles maintenant qu'on pouvait repérer et exploiter simplement. On nous disait, on a des boules de 10 couleurs différentes. Et on a 9 boules maximum par couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a forcément 2 couleurs avec le même nombre de boules. Pourquoi? Parce que 10 couleurs, 9 boules maximum par couleur, c'est comme si je vous demande, citez-moi 10 nombres entre 1 et 9. C'est complètement impossible, on a forcément des répétitions. Et enfin, la méthode qui est la plus efficace, ce sont les répétitions et les implications. C'est ce qu'on voit dans le cours de raisonnement argumentation avancé d'ailleurs. Si ici, j'ai le nombre de boules magenta qui est égal au nombre de boules cyan, alors la réponse E, nombre identique de boules dans 2 couleurs, est vraie. Je ne peux pas avoir 2 propositions vraies. Donc celle-ci ne peut pas être vraie, parce que sinon, elle impliquerait la proposition 2, et j'aurais 2 propositions vraies. Si j'ai le nombre de boules azur qui est égal au nombre de boules pourpres, eh bien la réponse E, pareil, serait vraie. Je ne peux pas avoir de proposition vraie, ça veut dire que la B ne peut pas être vraie. Même raisonnement pour la C, même raisonnement pour la D, et donc ma réponse E, elle venait naturellement parce que j'étais certain à la lecture des propositions que les 4 autres étaient fausses. Question 13, on nous demande de trouver un intrus parmi 5 proverbes entre chien et loup, hurler avec les loups, dans la gueule du loup, connu comme le loup blanc, et vieux loup de mer. Alors l'intrus c'est E, vieux loup de mer, pourquoi? Parce que les 4 premières font référence au loup, le canidé, et la réponse E, vieux loup de mer, fait référence au poisson. C'est une logique qui se tient, en tout cas ici on ne pouvait pas trouver beaucoup mieux.
Cela étant, au fond, le poisson fait lui-même référence aux canidés, hein, mais c'est une autre histoire. 14. 5 collègues se sont exprimés sur le moyen de transport qu'elles ont utilisé pour venir au travail le matin même. Morgane. Je suis venu en voiture. Amandine. Je suis venu en moto. Émilie. Je suis venu en vélo. Hélène. Aucune d'entre nous n'est venue en voiture. Et Claire, aucune d'entre nous n'est venue en 2 roues. Et on nous dit qu'il y a exactement 2 menteuses. On nous demande ce qu'on peut en conclure. Alors d'abord, on va essayer d'identifier les menteuses. Première contradiction, Morgane dit « je suis venu en voiture ». Hélène dit « aucune d'entre nous n'est venue en voiture ». Il y en a forcément une des deux qui ment. D'accord ? Donc soit Morgane ment, soit Hélène ment. Deuxième contradiction, Claire dit « aucune n'est venue en 2 roues ». Amandine dit « je suis venue en moto », donc contradictoire. Et Émilie dit « je suis venue en vélo ». Alors, on a 4 possibilités concernant les menteuses, soit Morgane, Amandine et Émilie, soit Morgane et Claire, soit Hélène, Amandine et Émilie, soit Hélène et Claire. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a exactement 2 menteuses. Donc ces 2 cas-là sont impossibles. Et les 2 cas qui restent possibles, c'est soit Morgane et Claire mentent, soit Hélène et Claire mentent. Donc, que peut-on en conclure ? Morgane est venue en voiture. Eh bien non, on ne peut pas le conclure. Si c'est Morgane et Claire les menteuses, alors non. Si c'est Hélène et Claire les menteuses, alors oui. Clairement, oui en effet, on peut le conclure dans les 2 cas qui nous restent. C'est une menteuse. Hélène ment. Non, on ne peut pas le conclure. Soit Hélène et Claire mentent, soit Morgane et Claire mentent. Hélène et Claire mentent. Non, on ne peut pas le conclure. Ça peut aussi être Morgane et Claire. Et Amandine et Émilie mentent. Non, on ne peut pas le conclure. On est même certain que c'est faux. C'est donc la réponse B. Claire ment. Claire est forcément la menteuse dans ce problème. Enfin, dernière question. Question 15. Les 50 salariés d'une entreprise peuvent bénéficier de chèques vacances en 4 vagues de commandes, printemps, été, automne, hiver. Donc 50 salariés, et qu'est-ce qu'on sait sur ces 50 salariés ? 39 ont commandé des chèques vacances au printemps. Alors qu'il n'était que 21 à le faire à l'automne, donc 21 à l'automne. Parmi ces 21 salariés, 11 n'ont pas commandé au printemps, donc 11 qui sont automne mais pas printemps, 10 autrement dit qui sont automne et printemps. Tous les salariés ont commandé des chèques vacances à l'été dernier, à l'exception d'Arnaud, qui n'en a commandé qu'en automne. Donc 49 en été, et on nous dit Arnaud, automne seulement. On voit que c'est une histoire de diagramme de Venn, mais là où le diagramme de Venn est super compliqué, c'est qu'on a 4 caractéristiques. Et noter 4 caractéristiques sur un diagramme de Venn, c'est compliqué, ça le rend illisible et très difficile à remplir. Ce qu'on aimerait, c'est simplifier ce problème-là, en n'ayant plus qu'un tableau à 3 caractéristiques, un diagramme de Venn à 3 caractéristiques. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui. Comment ? Eh bien, tout simplement, on va dégager Arnaud de notre diagramme de Venn, parce que c'est le seul à ne pas avoir commandé l'été. Et notre diagramme de Venn va représenter les 49 qui ont commandé l'été. On n'étudiera donc plus que 3 caractéristiques, la commande d'automne, la commande d'hiver et la commande au printemps. Est-ce que ça change nos chiffres ? Eh bien oui, on a plus 50 personnes qu'on étudie, on n'a plus que 49. On n'a plus 21 personnes qui ont commandé à l'automne, parce que Arnaud avait commandé à l'automne et on l'a dégagé. Donc on n'en a plus que 20. Automne mais pas printemps, eh bien oui aussi Arnaud qui avait commandé à l'automne seulement, il était dans ce groupe-là, donc on doit le dégager ici aussi.
Une fois que j'ai ça, ça va devenir tout de suite beaucoup plus simple. Je sais que dans mon cercle printemps, j'ai 39 personnes et dans mon cercle automne, j'ai 20 personnes. Je sais qu'à la jointure entre l'automne et le printemps, je vais avoir 10 personnes. Je sais que ici, à la jointure automne mais pas printemps, donc c'est-à-dire ces deux ensembles-là, je vais avoir 10 personnes. Et je sais que dans le cercle printemps au total, je dois avoir 39 personnes. Donc si j'en ai déjà 10 à la jointure printemps-automne, ça veut dire que pour les deux éléments qui me restent, je dois avoir 29 personnes. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations que ça? Non, mais c'est pas très grave. Pourquoi? Regardez. Ici, dans ces deux cercles-là, j'aurai au total 10. Dans ces deux cercles-là, au total 10. Dans ces deux cercles-là, au total 29. 29 plus 10, 49. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que dans tous les autres, j'aurai 0 personne. Nous ne pouvons pas déterminer avec certitude le nombre de salariés ayant commandé seulement en été. Donc seulement en été, hein. Ce cercle-là représentait l'été, donc été mais pas automne, pas hiver, pas printemps. Si je peux le déterminer avec certitude, c'est 0. Ayant commandé seulement en hiver, si je peux le déterminer avec certitude, c'est 0. Hein. Tout le monde a commandé l'été. N'ayant pas commandé au printemps, je peux le déterminer avec certitude. Je sais que j'ai 39 personnes qui ont commandé au printemps, donc 11. N'ayant pas commandé à l'automne, est-ce que je peux le déterminer avec certitude? Eh bien oui, regardez, il y a 29 personnes qui n'ont pas commandé en automne. Hein, ces 29-là qui ont commandé seulement printemps ou printemps-hiver-été, seulement été-printemps et seulement printemps, hiver et été, parce que Arnaud a commandé lui en automne, et n'ayant pas commandé en hiver, non, ça j'en ai aucune idée. Ça dépend comment ils se répartissent mes 29 ici. S'ils vont tous dans la partie printemps et pas dans la partie hiver, eh bien j'aurai personne qui a commandé en hiver, donc 50 qui n'ont pas commandé en hiver. S'ils vont tous à la jointure hiver, j'aurai 29 commandes en hiver, donc j'aurai 21 personnes qui n'ont pas commandé en hiver. Merci d'avoir regardé cette correction du sous-test de raisonnement-argumentation du test blanc numéro 3, 100% classique. Si vous voulez poursuivre la correction avec l'épreuve suivante, les conditions minimales, vous avez le lien qui apparaît en ce moment à la gauche de l'écran. Vous avez aussi le lien pour tous les autres sous-tests si jamais vous voulez passer à un autre sous-test. Sur la droite, vous avez d'autres liens, c'est ceux qui vont vous permettre d'accéder au site internet, à la chaîne YouTube où vous allez retrouver tout le contenu, donc au-delà des tests blancs, les cours et les exercices. Vous avez enfin les liens pour les réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook et à Twitter, pour suivre notre actualité. Merci encore d'avoir regardé ce cours et je vous dis à très vite pour un nouveau cours.